Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel update des différentes, on va faire indices macro sur cette première partie, la deuxième partie sur une vidéo à part certainement, je verrai au montage, sur les actions. Donc quelque chose à se dire, bon je pense que en gros c'était la vidéo de la semaine dernière, le week-end dernier où j'avais fait une grosse synthèse sur la macro passée, présente et puis éventuellement à venir. Là, on a quelques stats qui sont sortis. On voit que, en gros, l'économie commence à tirer un petit peu la langue, à ralentir, mais pour autant reste résiliente. Donc, on reste dans la même idée, c'est-à-dire que si on garde les pieds sur ce qui se passe actuellement et probablement encore pour les quelques prochains mois qui vont arriver, on se dit l'économie est encore assez résiliente, donc les banques centrales ont le champ libre pour augmenter leurs taux, mais voilà, les taux qui vont être augmentés, ça va être à la marge, globalement le gros est déjà passé, et en fait on se projette déjà sur le futur. Le futur c'est quoi? C'est en gros, on rentre maintenant dans le ralentissement économique. La question à 1 million, c'est de savoir, ok, quelle durée cela aura, et surtout, quelle taille, quelle sera la taille éventuelle de la baisse de l'activité économique. Donc en gros, on va continuer de jouer entre soft landing et hard landing, mais je pars du principe pour moi que le débat inflation persistante ou pas persistante, etc., ça passe au second plan. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir, et on voit d'ores et déjà, le marché qui réagit moins finalement à des stats purement inflation, alors que ça fait 1 année et demie où on réagissait fortement là-dessus, et on commence à réagir de plus en plus sur la confiance du consommateur, les ventes au détail, voilà. Donc en gros, ça veut bien dire que les mentalités et l'attention commencent à être beaucoup plus attirées sur avec quelle force l'économie commence à souffrir, plus que, ok, l'inflation, on a énormément désinflaté grâce aux matières premières, mais comme les matières premières vont certainement commencer à arriver à un socle de support, faire des rebonds techniques, on voit qu'en gros, tant qu'on ne commencera pas à impacter un petit peu plus le consommateur, in fine les entreprises, on n'aura pas la seconde jambe, je dirais, de désinflation. Et pendant ce temps, les énergies qui peuvent faire des rebonds techniques peuvent jouer les troubles faits en mode oh mon Dieu, finalement l'inflation est persistante parce que dès que les prix de l'énergie remontent, comme pour l'instant on n'a pas encore tiré une balle dans le genou gauche de l'économie, on a du mal à avoir la désinflation de second tour. Mais on y aura droit, hein, c'est une question de temps. Il faut bien partir du principe qu'on est en train de normaliser les choses. Normaliser les choses, ça prend énormément de temps, surtout quand on a injecté énormément, ce que ne fait pas la Chine. Et on va le voir, hein, la Chine, on a tous applaudi des deux mains pour dire réouverture de la Chine, et puis à un moment donné, on va se poser la question, ah tiens, la réouverture de la Chine ne se fait pas de manière aussi forte que ce que l'on croyait. Et donc ça relancera le débat sur, tiens, la croissance chinoise continue, même si on a réouvert, continue finalement d'être dans le sillage des années précédentes, c'est-à-dire de démontrer un certain nombre de difficultés de la demande interne. Mais en même temps, le gouvernement chinois, je veux dire, bon, il a injecté un petit peu pour sauver, pour éviter la catastrophe immobilière, bien que c'est un petit peu opaque, donc on ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses, mais toujours est-il, voilà, il n'injecte pas en mode quantitative easing pour booster la réouverture. Donc ça, voilà où on en est. Au passage, donc pour moi, ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est justement qu'on rentre un petit peu dans ce phénomène où on va se dire que, ok, on peut user le soleil encore à se dire que la Fed va monter de 0,25 ou pas à la prochaine réunion en mai, mais je veux dire, même s'il monte de 0,25, en gros, on est au bout, hein, et de toute façon, le marché ne s'y est pas trompé. Maintenant, la vraie question pour le marché, ça va être de dire, maintenant j'ai anticipé le soft landing, donc j'ai anticipé également la fin de cycle de la Banque centrale. Donc maintenant, ce qu'on va, c'est se projeter sur est-ce que j'ai bien ce soft landing là ou je commence à craindre le hard landing. Et finalement, je vais me mettre à craindre le hard landing plus la Banque centrale finalement, certes, met un terme à sa politique de hausse de taux, mais va les laisser à ces niveaux-là de manière inchangée pendant de longs mois, et sans les baisser, sans paniquer. Et là, on rentre un petit peu dans l'erreur éventuelle des banques centrales. C'est maintenant que ça va se jouer, ces prochains mois. C'est justement
sur le fait que la banque centrale n'est pas du tout réactive, n'est pas préventive, mais plutôt réactive, et que donc, en gros, lorsqu'elle se mettra à baisser ses taux, c'est que les stats économiques prouveront vraiment qu'on est en hard landing, mais le problématique, c'est que vous avez besoin de 6, 9 mois, 12 mois pour que ce que font les banques centrales ait un impact sur l'économie réelle. Donc, là, je veux dire, c'est là où on va se rendre compte, est-ce que les banques centrales, comme elles nous ont prouvé pendant le Covid, comme elles nous ont prouvé là aussi sur l'inflation et sur les crises de liquidité, vont être dans cet apprentissage de l'histoire, c'est-à-dire en mode un peu plus réactif, ou est-ce qu'elles vont continuer à regarder des statistiques qui sont des statistiques en retard, et donc du coup prendre leurs décisions en retard, et par là même, si vous voulez, finalement laisser le hard landing éventuel couver et sans réagir et en laissant les taux inchangés pendant de longs mois, finalement transformer le soft landing qui serait encore potentiel si on était en réaction, le transformer en hard landing de même. Donc en gros, c'est là où on rentre dans l'erreur potentielle des banques centrales. Ça sera de la même manière qu'ils ont trop tardé pour réagir face à l'inflation. Aujourd'hui, ils se focalisent trop dessus, alors que c'est une question de mois, même si pour l'instant c'est uniquement de l'énergie, mais le reste va suivre. Et justement, en se focalisant trop à nouveau sur ces statistiques-là, alors qu'il faudrait justement se focaliser sur des indicateurs avancés, sur le consommateur, sur les entreprises, c'est là où, en gros, ils vont avoir une politique de laisser faire, une politique de on attend, et c'est ça qui risque plus tard de nous mettre dedans dans plusieurs mois. En tout cas, voilà, c'est là où on en est, et donc on comprend bien qu'on est on est dans ce côté transitoire de la transition, où on est un petit peu dans un instant pivot, où voilà, on va pivoter, et le marché va nous indiquer soft landing, ou je me mets à jouer le hard landing, et on commence à le voir de plus en plus. De toute façon, pour l'instant, le marché joue un petit peu le mode fin de cycle, hein, c'est-à-dire que on va chercher des valeurs défensives, essentiellement des télécoms, des utilities, des pharma, mais au-delà de, bon, et l'armement au passage, mais l'armement finalement c'est là où on brasse énormément d'argent pendant les années à venir, donc c'est un petit peu c'est un petit peu le QE ciblé. Mais du coup, ce qui va être intéressant pour moi, c'est voilà, petit à petit, on va sentir le marché de moins en moins s'intéresser à l'inflation, et surtout commencer à regarder la détérioration de l'économie pour se dire, est-ce que je joue le soft landing comme je suis déjà en train de le jouer, ou est-ce que je me mets à avoir peur du hard landing? Et donc là, du coup, je corrige finalement ce que j'ai valorisé aujourd'hui en mode soft landing, je le corrigerai plus tard en mode, bon, on va pas y avoir droit, donc je me mets à recorriger un petit peu comme ce que j'avais fait mi-2022 en jouant tout de suite la récession. Donc c'est ça, c'est là où on va un petit peu se jouer, mais tout ça, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc en gros, on va continuer de se faire balloter. Et c'est ce que l'on retrouve sur le marché. Mais il ne faut pas s'y tromper, je pense. Quand on regarde les taux, je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. On est actuellement en train de retourner la tendance, ou en tout cas de mettre au moins un terme à l'hémorragie baissière, et donc de neutraliser la tendance avec pas mal de volatilité. Alors là, les stats sur le chômage sont sortis quand même assez forte, ce qui prouve, je veux dire que oui, on tend vers une dégradation et un ralentissement économique, mais c'est quelque chose qui se fait de manière très lente, donc c'est ce qui va pousser les banques centrales à la limite à commencer à faire les erreurs maintenant. Mais typiquement, je veux dire, voilà, il faut bien se dire que le marché peut se projeter, c'est-à-dire qu'on peut, là, à la limite, les taux, alors c'est pas ouvert, le tracker et le marché de taux, mais on peut très bien avoir justement le petit pullback qui va bien parce qu'on sera en mode le chômage, l'emploi sont encore très forts, donc ça va pousser les banques centrales à monter encore de 0,25. Mais bon, voilà, je veux dire 0,25, on va arrêter d'user le soleil. 0,25 quand on a monté et qu'on est au niveau actuel, c'est pas grand-chose, hein. Donc là maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est plutôt, ok, à quelle sauce on va être mangé sur le ralentissement éco. Donc
Au niveau des taux, pour moi, c'est toujours un retournement qui est en train de s'acter. Alors, on peut avoir le petit pullback, etc., mais il ne faut pas se faire avoir, je dirais, par les mouvements de court terme. Mouvement de moyen terme, c'est qu'on a neutralisé la tendance et que maintenant, on attend. Si on casse par le haut, alors il y a deux façons. Vous pouvez casser par le haut et si on part en exponentiel, ça veut dire qu'on sort un nouveau rat d'un placard dans la crise de la liquidité, ce que vous voulez, et puis éventuellement, pardon, on tape sur l'immobilier. Ok. Si on y va de manière un peu plus construite comme ce que l'on a actuellement, pour moi c'est juste le marché qui nous indique que petit à petit, il est en train de jouer de plus en plus le ralentissement éco-récession. Et donc pour lui, les obligations commencent à devenir plus intéressantes, non pas parce qu'elles délivrent un rendement qui est supérieur, mais parce qu'elles délivrent un rendement et en plus une appréciation sur le second marché. Ne mettez jamais cela, et c'est ce que j'ai toujours répété sur les dividendes aussi, une action qui verse un dividende est intéressante, non pas par le dividende qu'elle verse, mais par le dividende qu'elle verse, plus le fait qu'elle a une configuration et une appréciation des cours. C'est ça qui est le plus important, parce que avoir un bon dividende sur une dépréciation des cours, parce que votre valeur est un mastodonte au pied d'argile et qui n'arrive pas à se réinventer et qui donc est en train de scier la branche sur laquelle est assis, bah, c'est in fine, quelque part, certes, vous avez des dividendes, mais vous avez de la perte de valeur sur votre capital, donc vous vous y retrouvez pas. Donc ce qu'il faut, c'est les deux. Et donc là aussi, c'est là justement où toute l'année dernière, je disais, l'obligataire n'est pas encore intéressante parce que certes, vous avez un coupon qui est intéressant, mais bon, la majorité des gens qui achètent juste pour avoir le coupon et aller à maturité de l'obligation, c'est pas la majorité. Même si ça peut vous paraître intéressant, mais ce qu'on veut, c'est surtout jouer également le delta. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est justement le marché des taux, le marché obligataire, et savoir justement comment il va réagir au fur et à mesure. Parce que c'est lui qui va nous indiquer qu'est-ce qu'il est en train d'anticiper, qu'est-ce qu'il est en train de jouer pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Si on commence à jouer le soft landing, ou si on commence à jouer plutôt le hard landing. Donc tant qu'on reste, je dirais, dans la zone actuelle, c'est des zones de peu de volatilité. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que tant qu'on reste dans des zones de peu de volatilité, ben on continue d'avoir certes une sélectivité sur le marché action, mais toujours des flux. Toujours des flux entrants qui certes se concentrent un petit peu sur les mêmes, mais voilà, on est toujours avec du vent derrière, plus les rachats d'actions, etc. À partir du moment où les obligations commencent à monter un petit peu plus crescendo, et il faudra voir avec quelle vitesse, et on commence à targeter, je dirais, cette zone des 105-106, là vous allez voir que tout de suite, on va avoir une volonté d'aller chercher les flux, d'aller chercher plus l'obligataire et les obligations vont reprendre de la concurrence par rapport aux actions, chose qu'on n'a pas connue depuis une dizaine d'années, même plus, mais globalement c'est toujours la même chose, c'est dans un marché, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire les obligations ou l'or ou les actions, elles se combattent, etc. Sauf que vous avez des périodes, si vous voulez, où vous avez un alignement des planètes, vous avez suffisamment d'argent et de flux, de liquidité dans le marché pour finalement tout acheter. Voilà, je suis toujours en vie. Donc, voilà un petit peu où on en est. J'en profite au passage pour vous dire de liker la vidéo, mettre un pouce, vous abonner, cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification et vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Et de me dire ce que vous pensez en commentaire, etc. Je me ferai une joie de vous répondre. Donc, on va continuer. Au niveau du gaz naturel, ça va nous intéresser, alors c'est gaz naturel américain, puisque là, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on continue d'être dans une lourde tendance baissière, et ça c'est indéniable, mais éventuellement, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est la construction éventuellement d'une base de socle. Alors c'est baissier, on ne va pas anticiper la fin de cette baisse, mais ce qu'il faut juste intégrer, c'est que à un moment donné, si vous voulez, vous allez construire un socle ici. Ça ne peut pas baisser éternellement. Donc on va construire des socles et on va à un moment donné commencer à rebondir et commencer à construire notre rebond. Sans remettre en cause la tendance baissière lourde sur le gaz naturel, vous pouvez toujours avoir des rebonds. Et sur le gaz naturel, ça peut être très volatile et vous pouvez avoir 50% de rebond. 50% de rebond, je veux dire, graphiquement parlant, ça ne servira pas, ça ne sera pas suffisant pour parler de retournement à la hausse de la tendance, mais pour autant, ça sera suffisant pour commencer. Alors, il faut que le pétrole aide et un certain nombre de choses, mais je parle plus généralement hydrocarbures, mais ça sera suffisant pour commencer
pour que le marché un petit peu use de l'encre à se dire « Oh mon Dieu, l'inflation va repartir, etc. » Je partirai du principe que voilà, ça fait partie du processus où on rentre dans une zone de ballottement, si vous voulez, c'est-à-dire que en attendant que le ralentissement économique impacte le consommateur, les entreprises et notamment les services qui sont toujours inflatés, et donc ces pans-là de l'économie qui sont plus dans le bout de la chaîne commencent eux aussi à désinflater. Vous avez une période, si vous voulez, où les prix d'énergie seuls peuvent nous faire croire que l'inflation est persistante, voire remonte. Il suffit que les prix d'énergie remontent alors que les prix, notamment des services, etc., n'ont pas encore désinflaté pour qu'on ait cette impression-là. Donc, c'était ce que j'avais déjà expliqué sur le mois de février. Il ne faut pas croire que l'inflation baisse en ligne droite. Vous pouvez avoir, ça peut être très volatile, vous pouvez avoir des mouvements. Et ça peut être d'autant plus volatile qu'à ce stade-là, l'essentiel de la baisse de l'inflation, c'est, enfin une moindre inflation, c'est essentiellement les matières premières. Donc comme les matières premières, in fine, elles aussi sont volatiles, et typiquement c'est ce que je veux vous démontrer ici juste par l'analyse du gaz naturel, il faut considérer ça. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est pas parce qu'on a des stats qui prouvent que l'inflation stagne un petit peu et qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, on va pas continuer à baisser l'inflation ». Ça peut être juste, si vous voulez, un décalage dans le temps où vous avez besoin de laisser encore pas mal de temps et de dégrader un petit peu plus l'économie pour qu'on commence à désinflater ce qui est aujourd'hui le corps, c'est-à-dire l'alimentation et in fine également tout ce qui va être service. On y viendra, mais c'est une question, il faut laisser le temps au temps. Et à ce moment-là, vous verrez que les prix de l'énergie seront un petit peu moins importants dans l'équation, parce qu'ils ont toujours une forte pondération, mais du coup ça permettra de rééquilibrer. Parce que là aussi, la façon dont on calcule l'inflation également, alors des fois ça diffère de par les pays, etc., mais également il faut bien comprendre un petit peu comment on calcule les choses, et donc du coup les phénomènes qui tendent à se dire que il faut du temps un petit peu pour normaliser les choses. Mais on est clairement dans cette normalisation, on est clairement dans cette transition-là. C'est juste qu'il faut bien comprendre que de la même manière que vous pouvez avoir des tendances haussières qui ont des mouvements de correction sur quelques semaines, quelques mois qui ne remettent pas en cause la tendance haussière, de la même façon que dans des tendances baissières, vous pouvez avoir des mouvements de rebond parfois forts au prorata de la baisse, ne remettent pas en cause la tendance baissière sur quelques semaines, quelques mois, c'est exactement la même chose que vous allez retrouver sur les prix. Les prix de tout, pas seulement les prix des matières premières, les prix des actifs, etc. On va retrouver ça partout dans l'économie. Tout est lié. Question d'offre et demande. Donc petit à petit, on normalise parce qu'on est en train de résorber tout le déficit d'offre que l'on avait à cause du Covid, et on est en train d'améliorer les choses. Et petit à petit, on tape sur la demande. Mais in fine, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que même si à un moment donné, on a peur de la récession pour les prochains mois, il faut bien vous dire que sur un certain nombre de matières premières, on va rester en déficit d'offres. Et donc, in fine, je veux dire, vous êtes dans de l'inflation linéaire sur un certain nombre de choses si vous avez une vista un peu plus long terme. Au niveau du Brent, donc c'est toujours un jeu géopolitique où, là, on le voit, on est venu chercher un certain nombre de supports qu'on voit plus en hebdomadaire et on a relancé violemment. Et là, on tient la hausse. Donc tant qu'on va tenir cette zone de congestion, c'est là où c'est très intéressant, parce que si vous tenez cette zone de congestion et que vous la cassez par le haut, alors évidemment on relancera la hausse des prix du pétrole, mais on relancera du coup le débat inflation. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que plus le pétrole maintenant va monter à ce moment-là de la transition économique, et plus ça va impacter négativement le consommateur et les entreprises maintenant, au moment où les faiblesses commencent à arriver, et plus finalement ça va venir appuyer sur le ralentissement économique. Donc c'est ça qu'il faut bien dire, et c'est ça qui est pour moi le plus important, si vous voulez, c'est de bien comprendre que à court terme, vous pouvez avoir une hausse du pétrole, mais qui porte en son sein finalement le pré-signal d'une récession plus lourde et d'une accélération de ce ralentissement économique qui interviendra. Donc c'est là où c'est important, si vous voulez, de bien faire la part des choses et de ne pas se faire noyer par le mouvement de court terme. Alors après, si vous êtes trader, etc., vous suivez ces mouvements-là, bien entendu, mais ça sera important à ce moment-là de ne pas se dire « Ouh, le pétrole augmente, donc mon inflation augmente ».
Donc je rejoue ma hausse des taux in fine. Non, les banques centrales à un moment donné seront bloquées. Elles ne pourront pas faire face à cette inflation-là en continuant de monter les taux parce que derrière, elles risqueront d'accélérer la crise de liquidité et donc la crise de la dette éventuelle. Donc c'est pour moi un moment, si vous voulez, où vous êtes bloqué. Pour autant, c'est justement cette hausse et ce dernier baroud d'honneur haussier, je dirais, des matières premières qui mettra potentiellement le coup de grâce aux consommateurs et aux entreprises et donc accélérera finalement le ralentissement économique. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que on paye, si vous voulez, les transitions et les cycles sont aussi longs parce qu'on a un interventionnisme galvanisé depuis des années et ça ne fait que s'accélérer. Si on laissait un petit peu plus l'économie s'autoréguler, alors je sais, l'école autrichienne se retourne dans sa tombe, etc. Mais on aurait des cycles qui seraient beaucoup plus courts au final, beaucoup plus volatiles, mais d'une certaine manière un peu plus sains. Mais là, on étire les choses. Et c'est ça qui est difficile, si vous voulez, pour un investisseur lambda. C'est bien de se dire entre ce qu'il est en train de voir et donc les répercussions et les décisions qu'il peut prendre à court terme, bien se dire qu'en gros, il faut avoir, c'est comme dans les échecs, il faut avoir le coup d'après. Parce que là, on sait très bien ce que le marché va jouer, mais derrière, on tire la pelote de laine, et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc on n'essaye jamais de l'anticiper quelque part, mais on essaye d'avoir un coup d'avance dans notre tête, ce qui fait que quand les planètes s'alignent, on n'est pas surpris, et on sait déjà ce qu'on doit faire. Donc c'est ça que je regarde actuellement, c'est ça qui m'intéresse pour moi, pour essayer de me projeter justement, plutôt que de me dire ça va être forcément la récession, ça va être forcément l'inflation persistante, donc en gros ça va être la stagflation forcément, etc. Non, il y a différentes façons clairement de jouer la suite, et c'est qu'une question de timing dans le sens où on les met. Donc on passe maintenant à l'or et l'argent. Donc l'or et l'argent, on continue de jouer cet aspect-là, si vous voulez, de ok, j'ai la récession, et en plus, j'ai du QE à un moment donné qui ressortira de la planche à billets et compagnie, donc je vais essayer de protéger un petit peu mon cash. Mais j'ai pas de rendement. Donc comme ce qui est intéressant là, si vous voulez, c'est que les rendements à ce stade sont encore négatifs, puisque l'inflation est encore forte. Et ce que j'ai expliqué déjà dans la vidéo de la semaine dernière, et certainement il y a plusieurs mois aussi, c'est là où ça va être intéressant, c'est que si vous voulez, avec l'inflation qui continue de baisser, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec une inflation qui est moindre que les taux, parce que les banques centrales vont les maintenir élevés longtemps, peut-être trop longtemps, et c'est là où les problèmes en fait vont commencer à arriver. C'est ça qui va être le plus intéressant, c'est finalement on a passé une année à se dire il faut que l'inflation baisse, et c'est quand l'inflation va vraiment baisser, pas que pour les prix d'énergie, mais pour tout le reste aussi, qu'en fait les problèmes vont commencer à arriver dans l'expectative que les banques centrales vont maintenir leur taux haut trop longtemps. Et je ne pense pas qu'ils vont la jouer en mode préventif sur ce coup-là. Donc on verra. Mais typiquement, voilà, à ce stade-là, c'est ce que l'on a sur l'or. Mais je dirais que c'est beaucoup trop tôt pour s'attendre à le firmament, l'or à 5000 $, c'est toujours pareil, c'est à celui qui va donner la target la plus haute possible pour se faire inviter sur les plateaux télé. Mais à ce stade-là, bien entendu, c'est haussier point barre. Mais je dirais qu'il faut faire attention sur l'alignement des planètes au niveau du scénario long terme. L'argent, c'est très positif également. On a cassé cette zone des 24 $ ici, qui était une bonne zone de résistance. Là aussi, on est en train d'arriver sur une autre oblique, etc., une autre zone. Bref, ça peut souffler, ça peut continuer de construire. Mais là aussi, on acte quand même des mouvements qui sont très forts et qui auront besoin de souffler et qui auront besoin de construire, mais dont les constructions permettront éventuellement, là, de lancer le gros des tendances haussières beaucoup plus long terme. Perso, je préfère l'argent que l'or, mais voilà, après, c'est de toute façon dans le même panier. On peut regarder le CAC 40. Alors là, ce qui se passe sur le CAC 40, c'est qu'on a bloqué sur les 7400 points. Bon, ok, très bien. Il faut dire qu'on a fait quand même une grosse réaction. Après, si on est toujours positif dans l'âme, il y a en gros ce que le marché nous a démontré là ces derniers mois, c'est en gros, il nous a permis de cadrer. Donc, il nous permet de cadrer la configuration.
Donc là, il n'y a rien de bien méchant, je veux dire, tant que vous n'allez pas refermer ce gap ici et passer en dessous des 7150 points, il n'y a pas d'inversion de la tendance. Et si on revient sur cette zone-là, il y aura beaucoup de gens qui parleront de la même manière qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de triple top maintenant, ou de quadruple top même si vous voulez, peu importe. Il y aura beaucoup de gens, si on revient sur cette zone des 7060, si vous avez la casquette encore haussier, beaucoup de gens verront une épaule tête-épaule inversée. Moi, j'attends personnellement qu'on trace les choses et que le marché nous démontre tenir les supports. C'est ça qui sera le plus important pour moi, plutôt que de parier sur un triple top, potentiellement qui ne se fera pas, ou de parier sur une ETI, potentiellement qui ne se fera pas. Donc on attend que le marché nous démontre un certain nombre de choses. Donc pour moi, le pivot, je le mets là, 7150, à moyen terme, tant qu'on tient cette zone-là, on reste positif. À partir du moment où on va casser cette zone-là, le marché commence à jouer des figures beaucoup plus larges, donc de la volatilité, et ça voudra dire que pour moi que le marché devient beaucoup plus nerveux et commence à jouer un petit peu plus. Là, jusqu'à maintenant, il joue fin de cycle, donc c'est flight to quality et essentiellement valeur défensive, et donc ça profite au CAC 40 ou à des indices comme le DAX qui sont assez diversifiés, assez larges. Mais à partir du moment où le marché va vraiment vouloir jouer la récession, il n'y aura pas vraiment de prisonniers. Et même les généraux et valeurs défensives trinqueront moins que les autres, mais globalement, ça trinquera aussi. Donc en gros, tant que le CAC 40 n'inverse pas sa tendance à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire 7150 et je dirais cette zone des 6800 points, on n'a pas ce signal-là que le marché a complètement changé son consensus. Et donc là, ce que l'on a bien, si vous voulez, dans tout ce que l'on regarde, c'est que le consensus est très diversifié. Parce que il joue la fin de cycle, il y en a certains qui anticipent la récession, etc. Mais voilà, il n'y a pas de consensus encore sur un élément. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette transition. Donc il faut laisser encore des semaines, des mois, pour que de plus en plus on soit convaincu d'un scénario plus que d'un autre. Et pendant ces zones de transition, c'est des zones de construction. Donc c'est typiquement ce que l'on a. Si on regarde sur le DAX, on va retrouver la même idée. C'est on bloque pour l'instant sur cette zone des 15007. Mais on a un support intermédiaire qui est aux alentours des 15 250, si j'arrondis, 15 200, 15 250. Et c'est ça qu'il va falloir tenir pour conserver une tête moyen terme, pour essayer d'aller chercher les plus hauts ici sur le DAX, qui sont aux alentours des 7300, 16 300. Tant qu'on reste au-dessus de ces 15 200, je resterai positif à moyen terme. Donc là, il faut bien souffler à un moment donné par rapport à la hausse. Ce n'est qu'en passant sous les 15 200, que ça ne serait pas encore terminé, ça serait encore une belle tendance qui serait potentiellement encore très large dans un triangle ascendant, donc vous pouvez pas mal gesticuler là-dedans avant de casser par le bas, et là de commencer à dire à moyen long terme, je commence à inverser la tendance que j'avais mise en place en septembre, donc en gros je commence à jouer à la récession, mais en mode consensus. Sinon, tant que ce n'est pas le cas, je veux dire, c'est trop tôt pour dire que le marché a déjà choisi son camp. Potentiellement, on peut anticiper et se dire qu'on y va, mais graphiquement parlant, nous n'y sommes pas encore. Et si on regarde le Nasdaq, au niveau des technologiques, ça continue de rester positif, on continue d'avoir des fortes réactions, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a eu une bonne poussée, on corrige cette poussée-là, mais on se sert des anciens sommets comme support. Donc tant que c'est le cas, je veux dire, on est vraiment sur une grosse impulsion, et ma foi, aller chercher les 13 500, 13 600, ça ne semble pas irréalisable à ce stade-là. Pour l'instant, on bloque, éventuellement, le marché voit en mensuel et en hebdo des zones de résistance dans cette zone-là des 13 200. On a fermé un gap dans cette zone. En journalier, c'est moins visible. Mais ce qui pour moi va m'intéresser, c'est d'attendre le signal. Ce n'est que sous les 12 008 et cette zone de gap-là, donc à 12 666, qu'on se mettrait en effet à re-rentrer dans une correction de type février, où il faudrait attendre de voir et on reprendrait quelque chose d'un petit peu plus neutre à court moyen terme. Mais à ce stade-là, je veux dire, il n'y a pas d'inversion de polarité. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des paris et qui vont nous expliquer que l'indice sera en dessous des 11 000 ou des 10 000 points dans 6 mois. Mais bon, ils ont pris exactement le même pari en décembre en nous expliquant qu'on allait chercher 10 000 points. Alors on peut toujours anticiper un certain nombre de choses. Je veux dire, vous balancez une pièce, vous avez une chance sur deux. C'est exactement la même chose. Donc si on veut pour autant trader et gagner de l'argent sur ces trucs-là et pas juste gagner un petit peu d'ego,
avec un pari à 50%, ce que font de toute façon la majorité des économistes, etc. Ils vous disent, ben on est trop, ça va baisser. Oui, mais bon, vous n'avez pas de timing, vous n'avez pas les niveaux, je veux dire, tout le monde peut faire de ce type de prévision-là. Ça coûte rien et ça rapporte rien. Et c'est tellement large, si vous voulez, que vous avez une chance sur deux d'avoir raison de toute manière. Donc là, pour moi, ce qui va être le plus important, justement, c'est est-ce qu'on est capable de relancer et donc d'aller chercher cette zone des 13 500, 13 600, et là personnellement je pense pas que ça passera, je pense qu'on on va bloquer, mais après voilà, c'est la même chose que ici, on a besoin d'une figure. On a besoin d'une figure, on a besoin de recasser les anciennes résistances qui sont devenues support à nouveau par le bas pour commencer à se dire, tiens, oui, on commence à mettre un terme à la poussée haussière que nous avons depuis le début de l'année et on re-rentre dans quelque chose de neutre. N'oubliez jamais qu'on ne passe pas d'une tendance haussière ou d'une poussée haussière à une poussée baissière d'un coup, sauf si vous avez une météorite ou un cadavre qui sort du placard, bien entendu, mais on passe toujours de la hausse à la neutralité. Et ensuite, on décide soit de relancer la hausse, c'est ça, hein, je veux dire, vous avez une poussée, neutralité. On refait une poussée, neutralité. On refait une poussée où on casse par le bas. Typiquement, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est toujours la même, c'est ça ne sert à rien d'anticiper, si vous voulez, qu'après la hausse, vous allez avoir la baisse, sauf le signe noir, mais le signe noir, vous ne pouvez pas le prévoir, donc par extension, vous allez vous planter un paquet de fois avant d'avoir raison, et toutes les stratégies qui sont basées sur du signe noir et compagnie, même Taleb, il est perdant, donc c'est-à-dire parce qu'il est toujours en train de prévoir le signe noir, etc. Donc vous avez tort 9 fois et vous avez raison la 10e, sauf que vous avez tellement handicapé et bouffé votre capital pendant les 9 fois où vous avez eu tort, que la 10e fois, certes, vous gagnez gros, mais ça ne vous permet pas de compenser toutes les pertes que vous avez eues avant. Donc en gros, vous pouvez fanfaronner et vous pouvez me dire, tiens, sur cette année-là, j'ai gagné tant de pourcents, j'ai super performé le marché, parce que les gens sont bêtes et ils ne vont pas voir les performances d'avant, mais en gros, si on va voir l'ensemble des performances, pour une année où vous avez eu raison et vous avez battu le marché, ça fait 10 ans que vous ne battez pas le marché, vous avez de la perte d'opportunité. C'est pire que de la perte, c'est de la perte d'opportunité. C'est de l'argent qui a perdu de l'argent, mais en plus, qui n'a pas été placé correctement pour en gagner suffisamment. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je préfère toujours avoir raison 9 années sur 10, et pendant 9 années, avoir suffisamment de performance pour que la 10e année, quand je me prends une benne et une bonne benne, je suis toujours très positif sur mon ensemble de 10 années. Évidemment, tout ce qui est médias et analystes et économistes, etc., qui cherchent plutôt le côté mainstream des vues, etc., ils font le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est toujours le cataclysme, toujours la fin du monde, et ils vont avoir raison pendant 9 ans, et la dernière année, la 10e année, ils vont avoir raison, et ça va leur permettre de continuer à se faire inviter pendant les 10 prochaines années, où ils vont avoir tort pendant 9 ans et à nouveau raison. Mais personne ne fait le calcul, si vous voulez. Parce que le moment où ils ont raison, peut-être qu'ils font 50%, 100%, etc. Mais ça ne suffit pas à rattraper tout le retard qu'ils ont accumulé pendant 9 ans. De la même manière, on n'invite jamais les mecs qui ont raison pendant 9 ans, qui la 10e année se goinfrent, parce que tout ce que l'on voit, c'est que la 10e année, ils sont pris à la limite 50% de baisse, à la Warren Buffett, hein. Ça arrive régulièrement à chaque crise, Warren Buffett, boum, c'est moins 50% sur le portefeuille. Mais pendant 10 ans, il a créé 300, 400, 500%. Alors, pas ces dernières années, mais l'idée c'est ça. Et donc en gros, même si vous faites, si vous avez triplé, quadruplé votre portefeuille, même si vous le divisez par 50%, parce que vous avez une mauvaise année, vous n'avez pas vu arriver le signe noir, vous êtes toujours mieux loti que le mec qui a anticipé ce signe noir pendant 10 ans et qui n'a eu raison que la 10e année. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important et que les gens oublient et qui est, je dirais, malheureusement vecteur de beaucoup de manque d'opportunités. Donc à ce stade-là, voilà, même chose. Hein. Je veux dire, ces types de hausses-là, elles sont très haïes. Pourquoi? Parce que personne, globalement, les gens qui haïssent la hausse de toute façon et qui disent que c'est n'importe quoi, c'est ceux qui ne sont pas dans le train. Donc c'est toujours la même chose. Donc là, typiquement, c'est est-ce qu'on a suffisamment de jus pour aller chercher 13 500, 13 600? Quid? Pour moi, tant qu'on va tenir 12 666, 12 008, je reste dans cette expectative-là. Si on passe en dessous des 12 008, 12 666, je pars du principe qu'on fait une pause, qu'on marque la pause et j'ai la zone des 12 004 que je mettrai en pivot, en gros. Après, ce n'est que sous les 12 000, 11 008 que là, je commence à me dire le marché joue récession.
à nouveau. Et là, à ce moment-là, globalement, on annule cette tendance haussière et on part à nouveau dans un élément correctif. Mais voilà un petit peu où on en est. Donc après, si on prend vraiment du recul, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que cette hausse ici, si on prend suffisamment de recul, ce n'est que finalement une neutralisation. Donc on a une correction ici d'une grosse tendance haussière précédente, on a une correction ici, et là ce rebond nous permet de neutraliser. Et donc là on est dans un space entre 11 000 et 14 000, j'arrondis. Vous avez 3000 points de neutralisation, où en fait, ça fait le bonheur des traders, à court terme, sur quelques semaines, quelques swings, etc. Mais si vous prenez à moyen, long terme, sur quelques mois, ça vaut rien. C'est zéro, c'est neutre. Donc après, il faudrait casser par le haut pour se dire, tiens, oui, on joue la relance à la hausse, d'une manière durable, ou casser par le bas pour se dire, tiens, ça y est, on lance une tendance baissière, beaucoup plus forte, parce que récession, etc. Mais entre les deux, ça va rester du range. Donc on risque de pas mal gesticuler. Donc là, on est en mouvement un petit peu rectiligne, mais on risque de rentrer dans une espèce de ventre mou, où on attend. Et là, il faudra savoir, on sort de ce ventre mou par le haut, par le bas, et ça vous donnera la prochaine tendance à privilégier ensuite pour les prochains mois. Donc typiquement, voilà, c'est ça, c'est comme ça que j'analyse le marché. C'est pas une question de dire je suis haussier, je suis baissier, c'est ok, à court terme, à moyen terme, à long terme. Où est-ce qu'on est? C'est ça qui est important, parce que vous pouvez très bien être positif à court terme et neutre à moyen terme. C'est mon cas actuellement, c'est de me dire, moi à court terme, je veux profiter encore des mouvements, mais voilà, je garde dans un coin de mon esprit que le potentiel restant de hausse est passablement limité par rapport à mon risque de perte dorénavant. Donc c'est une question de ratio gain-risque, c'est une question de réactivité. Donc j'ai envie de continuer de suivre les mouvements, mais de me couvrir ou de me dire, voilà, c'est le moment d'être un petit peu plus réactif et de marquer un petit peu plus à la culotte mes positions. C'est plutôt dans cette idée-là que je suis. Voilà, et on va clôturer avec l'euro-dollar, et on va retrouver à peu près la même chose. C'est pareil, c'est du range. Donc on fait une grosse poussée ici, derrière on corrige le mouvement, et derrière on est en train de remonter. Où sont les limites? Bon, bah, éventuellement on peut revenir taper les 1,10, 1,11. On voit dans cette zone-là, on peut même aller chercher 1,12 ma foi. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que le jour où on va chercher 1,12, c'est le jour où toute la presse va commencer à parler le renouveau de l'euro, la faiblesse du dollar, la mort du dollar, etc. Ils vont repartir pour un tour avec les mêmes papiers qui ressortent tous les 3-4 ans. Mais en gros, pour moi, on sera toujours dans quelque chose de très très large, dans un range, on va dire 1,04 à 1,10 actuellement, qui est le range actuel, mais qu'on peut pousser entre 1,2 et 1,12. C'est très neutre en fait à long terme. On peut éventuellement encore gesticuler des années dans cette zone-là sans donner de gros signal soit de retournement à la hausse de l'euro-dollar, donc de baisse du dollar. Et donc à ce moment-là, sur performance de l'Europe, on revient chercher de la value européenne, de la cyclique, etc. Soit on casse par le bas, et donc on va chercher plutôt du dollar en termes de protection, et là ça veut dire que ça commence à sentir mauvais. Mais à ce stade-là, pour moi, on est dans quelque chose de très neutre. Donc on était dans la tendance baissière, on a fait le rebond qui permet de neutraliser l'affaire. Et donc là, on est en attente. On est dans cette neutralisation et on est en attente de la sortie par le haut, par le bas, pour pouvoir jouer la suite à moyen long terme. C'est ça qui est important, parce que en fonction de ça et en fonction des taux, eh ben, vous avez tout ce que le marché va se projeter. Et typiquement, vous avez donc du coup la diversification qu'il faut choisir sur vos portefeuilles par la suite. Donc on est typiquement dans les constructions et donc dans les transitions. Voilà, je ne cesse de me répéter, mais je pense que c'est important pour bien ancrer les choses, parce qu'il suffit qu'il y ait une stat, un marché qui bouge un petit peu, etc., et on oublie tout ça. On est capté par le flux présent, et par tout ce qui peut sortir à droite et à gauche, et par le bruit de marché, et on oublie cette prise de recul. Donc certes, je me répète tous les week-ends, etc., mais c'est un exercice qui est important à faire, je pense, une fois par semaine, faire cette prise de recul. Parce que du coup, avec les éléments de la semaine, on réagit à chaud, et le week-end, pour moi, c'est important de faire la prise de recul. Que ce soit
sur les indices d'un point de vue macro comme ça, mais sur vos actions aussi, à regarder en hebdomadaire, à regarder sur des unités de temps mensuelles. C'est important d'avoir cette prise de recul-là, peu importe votre profil, même si vous êtes trader, vous tradez au jour le jour et compagnie, oui, c'est très bien, mais c'est important un petit peu d'avoir une vue d'ensemble pour ne pas louper les grandes tendances, parce que la problématique, c'est toujours la même, c'est qu'à force de jouer finalement les petites tendances et d'être accaparé par les petits mouvements de court terme, eh ben on en oublie de visualiser et de voir les grands mouvements qui arrivent. Et c'est ces grands mouvements-là qu'on veut choper. C'est ça qui fait la différence sur une perf. Donc c'est pour ça que j'appuie autant chaque week-end. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, les graves. Je vous donne rendez-vous sur la seconde vidéo sur la partie analyse action. Et on se retrouve mardi pour la suite des aventures. Excellent week-end de Pâques une nouvelle fois. Salut, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire connaître la chaîne, ça fait toujours plaisir également, ça motive. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit œuf Pascal. Salut les graphes.